Le 13 octobre 1872, sous le ciel chaud de l'île de Gorée, naquit un enfant dont le destin allait marquer à jamais l'histoire du Sénégal et de l'Afrique coloniale. Ce nourrisson, premier cri d'espoir dans une maison modeste aux murs blanchis par le soleil, reçut le nom de Galaye Mbaye Diagne. Son père, Niokor Diagne, appartenait au peuple Lébou, réputé pour ses liens étroits avec la mer, vivant modestement de la pêche et du service. Marin et cuisinier, Niokor passait la majeure partie de son temps à bord des navires ou sur les quais de Dakar et de Gorée, portant dans ses gestes l'héritage de générations de travailleurs du littoral. Sa mère, Nyanya Anthony Préra, issue du peuple Manjaak originaire du nord de la Casamance et de Guinée-Bissau, incarnait la douceur et la résilience. Elle portait dans son sang la mémoire des résistances et des fiertés ethniques, transmises silencieusement par les gestes du quotidien. Blaise grandit dans un monde où les vagues atlantiques léchaient les rochers de Gorée, où les marchés regorgeaient de couleurs, d'odeurs de poissons séchés, d'épices rares, et où les enfants aux pieds nus couraient en riant dans les ruelles étroites de l'île. L'Afrique coloniale battait à son rythme, oscillant entre tradition et modernité imposée par la France. Mais son destin bascula très tôt, sa famille biologique, confrontée aux réalités difficiles de la pauvreté, accepta que le jeune Galet soit adopté par la famille Crespin, une puissante famille métisse, mélange d'élites africaines et européennes. Ce geste, loin d'être anodin, ouvrit au jeune garçon les portes d'un univers privilégié, où la langue française résonnait dans les salons feutrés, où les livres et l'éducation étaient considérés comme des trésors plus précieux que l'or. Les Crespin avaient des liens étroits avec les notables de Gorée et de Saint-Louis, deux des centres névralgiques du pouvoir colonial français en Afrique de l'Ouest. Ils virent en Galaye un potentiel à façonner, un jeune esprit à élever selon les idéaux de la « mission civilisatrice ». Dès son plus jeune âge, Galaye fut confié aux soins rigoureux des frères de Ploërmel, congrégation religieuse française installée à Gorée. Ces religieux, fidèles à leur mission d'évangélisation et d'éducation, inculquaient aux jeunes Africains une discipline de fer, leur enseignant la langue française, la religion chrétienne et les rudiments d'une culture européenne. Sous leur tutelle, Galaye Mbaye devint Blaise, en référence à Saint Blaise, évêque et martyr chrétien, symbole de dévotion et d'endurance. Le changement de prénom n'était pas un simple détail administratif, il représentait une véritable transformation identitaire, le passage d'un monde africain traditionnel vers l'univers de la citoyenneté française. Cette double identité, profondément enracinée dès l'enfance, allait devenir la clé de compréhension du futur combat politique de Blaise Diagne, africain de cœur, français de raison. À l'école, Blaise se distingua rapidement par son intelligence vive, son aisance avec les mots, et une curiosité insatiable. Il dévorait les livres, interrogeait ses maîtres sur l'histoire du monde, et s'interrogeait déjà sur la place de l'Afrique dans cette grande fresque de civilisation. Il faut comprendre que Gorée n'était pas une terre africaine comme les autres à cette époque. Avec Dakar, Saint-Louis et Rufisque, elle formait ce que l'on appelait les 4 communes, territoires uniques où les habitants africains jouissaient de droits politiques français bien avant que la plupart des colonies africaines n'y accèdent. En tant que natif de Gorée, Blaise Diagne bénéficia donc de plein droit de la nationalité française, un privilège rare et lourd de responsabilité. Contrairement à la majorité des Africains du continent, il pouvait voter, être élu, être jugé selon le droit français et non selon le « code de l'indigénat », humiliant et discriminatoire. Cette citoyenneté, acquise dès la naissance, allait profondément modeler sa perception du monde. Pour Blaise Diagne, l'égalité entre Africains et Européens n'était pas un rêve lointain, c'était un droit qu'il convenait de revendiquer et de défendre. À l'adolescence, Blaise Diagne fut envoyé à Saint-Louis du Sénégal, véritable capitale administrative de l'Afrique occidentale française, pour poursuivre ses études secondaires. Là, il côtoya les jeunes des grandes familles métisses et africaines évoluées, futurs fonctionnaires, avocats ou commerçants. Mais très vite, le jeune Blaise, animé d'une soif d'aventure, aspirait à quitter le carcan étouffant des villes coloniales africaines. Son rêve, découvrir la France, l'Europe, ce continent dont on lui avait tant parlé dans les livres d'histoire et les récits des missionnaires. À 18 ans, déterminé à tracer sa propre route, il embarqua comme commis auxiliaire pour l'administration coloniale française, débutant une vie professionnelle qui le conduirait à travers les mers et les terres d'Afrique, jusqu'aux Antilles. À la fin du XIXe siècle, la France, par son expansion coloniale, recherchait des auxiliaires instruits pour gérer ces vastes territoires d'outre-mer. Blaise Diagne, jeune noir francophone, formé aux valeurs de la République,
était un profil rare et précieux. À 22 ans, en 1892, Blaise Diagne passe avec succès les examens d'admission pour intégrer les services de la douane française. À cette époque, cette carrière était l'un des rares débouchés possibles pour les Africains bénéficiant de la citoyenneté française, à condition qu'ils maîtrisent parfaitement la langue, les codes culturels, et sachent se fondre dans l'idéal républicain. Son premier poste l'envoie loin de Gorée, au Dahomey, actuel Bénin, alors en pleine phase de pacification coloniale. Blaise y découvre la brutalité de la conquête, mais aussi la complexité d'administrer des territoires dont les traditions, les résistances et les aspirations étaient si éloignées de la République française. Son habileté à manier les subtilités administratives tout en gardant une certaine proximité avec les populations locales lui vaut rapidement d'être respecté par ses supérieurs. En 1899, il est transféré à Cotonou, puis affecté à Porto Novo, deux villes stratégiques pour la France dans sa pénétration du golfe de Guinée. Durant ces années, Blaise Diagne, en uniforme impeccable, coiffé d'un képi brillant, incarne pour beaucoup l'image même de l'évolué africain, sérieux, éloquent, discipliné. Pour autant, au fil des années, il mûrit une conscience politique, celle de la profonde inégalité qui subsistait entre les citoyens français métropolitains et ceux d'origine africaine. Malgré son statut d'administrateur, il ressent intimement cette distance méprisante que les colons français conservaient envers les Noirs. Vers 1902, sa carrière prend un nouveau tournant, il est affecté au Congo français. Là, il est confronté aux pires horreurs du système colonial, corvées imposées, violence, exploitation des populations pour l'extraction de caoutchouc. Cette réalité brutale forge son regard critique sur la prétendue mission civilisatrice de la France. Pourtant, conscient des limites de ses moyens, il continue de travailler loyalement dans l'administration douanière. En 1905, il obtient une mutation pour l'île de la Réunion, un département français lointain, perdu dans l'océan Indien. C'est une étape importante, à la Réunion, malgré sa couleur de peau, il est mieux intégré dans une société plus métissée. Il y découvre un autre visage de la République, plus fidèle à ses idéaux d'égalité. Cette expérience nourrira plus tard son plaidoyer en faveur de l'assimilation complète des Africains des 4 communes dans la citoyenneté française. À cette époque, Diagne, toujours impeccablement habillé de costume 3 pièces à la coupe européenne, les cheveux courts et soigneusement peignés en arrière, commence à affirmer sa voix dans les cercles progressistes. Il adhère également à la franc-maçonnerie, au sein d'une loge réunionnaise. Ce réseau, à la fois politique et philosophique, était alors un puissant levier pour les minorités cherchant à influencer les débats républicains. Blaise Diagne y renforce son engagement en faveur de la justice sociale, du progrès et du respect de la dignité humaine. Son séjour à Madagascar, à partir de 1907, le conforte dans sa volonté de faire évoluer l'Empire de l'Intérieur. À Tananarive, il officie comme douanier, mais observe aussi la résistance des Malgaches aux exactions coloniales, ce qui aiguise encore son regard politique. En 1910, Blaise Diagne est affecté en Guyane française. Là, il découvre une autre facette de l'Empire, celle des colonies pénitentiaires. Cayenne, le bagne, la misère des bagnards résonne en lui comme un nouvel appel à la réforme. Sa notoriété commence à grandir. Intelligent, méthodique, et surtout résolu à défendre la cause des Africains assimilés, il développe des réseaux politiques jusqu'en métropole. Il fréquente les cercles radicaux-socialistes et multiplie les contacts avec les élites progressistes françaises. Son style est déjà reconnaissable, dans les salons politiques, Blaise Diagne séduit par sa prestance, son éloquence rigoureuse et son érudition. Il parle d'égal à égal avec les métropolitains, ce qui était encore rare pour un Africain de l'époque. En 1914, alors que la Première Guerre mondiale éclate, Blaise Diagne est rappelé au Sénégal. À Dakar, il constate que les aspirations des populations des 4 communes, Dakar, Gorée, Saint-Louis et Rufisque, à l'égalité réelle sont toujours bafouées. Les citoyens africains français continuent d'être discriminés, marginalisés malgré leur statut légal. La situation est tendue, les colons s'opposent farouchement à toute avancée des droits des autochtones. La métropole, absorbée par l'effort de guerre, prête peu d'attention aux revendications d'Afrique. C'est dans ce contexte que Blaise Diagne prend une décision historique, se présenter aux élections législatives françaises pour devenir député des 4 communes. À 44 ans, fort de ses décennies d'expérience dans l'administration coloniale,
de ses alliances politiques métropolitaines, et de son aura parmi les évolués sénégalais, il mène une campagne audacieuse. Ses promesses électorales. Défendre l'égalité pleine et entière des citoyens africains. Obtenir l'extension du service militaire pour les Africains avec les mêmes droits que les métropolitains. Garantir le respect des droits civils et politiques des habitants des 4 communes. Son charisme naturel, son style impeccablement français, et son argumentation implacable séduisent les électeurs africains des communes. Malgré une opposition féroce de la part des colons français, qui craignaient de perdre leur suprématie raciale, Blaise Diagne remporte les élections triomphalement en mai 1914, devenant ainsi le premier député africain noir élu à l'Assemblée nationale française. Son élection est une victoire historique, non seulement pour lui-même, mais pour tous les habitants des communes de Saint-Louis, Gorée, Dakar et Rufisque. Désormais, un homme noir siège au Palais Bourbon. Son élection survient dans un contexte tendu, la Première Guerre mondiale éclate quelques semaines après, en août 1914. L'Europe entière est entraînée dans un conflit mondial d'une ampleur jamais vue. Pour la France, la mobilisation est totale. Paris compte sur toutes ses colonies pour soutenir l'effort de guerre, hommes, matières premières, argent. Blaise Diagne, nouveau député, se retrouve au cœur d'un enjeu majeur, obtenir l'égalité de traitement pour les soldats africains tout en encourageant leur participation au combat. Cette mission, qui paraîtra plus tard ambivalente, illustre toute la complexité de sa position, tiraillée entre sa loyauté envers la France et son devoir envers ses électeurs africains. Dès 1915, le gouvernement français constate une pénurie d'hommes sur le front. Les pertes massives lors de batailles comme celle de la Marne ou de Verdun imposent de nouvelles stratégies, il faut lever davantage de soldats dans les colonies. Dans ce contexte, Blaise Diagne devient un acteur clé. Il est chargé d'une mission officielle, encourager et organiser le recrutement de tirailleurs sénégalais. Pour Diagne, il ne s'agit pas seulement d'une question militaire. C'est aussi une opportunité politique, il conditionne son engagement à des avancées concrètes pour les Africains. Il plaide ardemment pour que les tirailleurs bénéficient de droits égaux aux soldats français, notamment la nationalité française pour ceux des 4 communes, la reconnaissance de leur mérite militaire, ainsi que de meilleures conditions matérielles pour leurs familles restées au pays. En 1916, son influence atteint son apogée, le gouvernement français le nomme au commissaire au recrutement des troupes noires. Il parcourt alors le Sénégal, la Guinée, le Soudan français, Mali actuel, et d'autres territoires, multipliant les discours, les réunions, et les promesses. Orateur redoutable, Diagne sait choisir ses mots. Il parle des honneurs, de dignité, de service à la grande France, mais aussi de récompense, des égalités, et de devoirs sacrés. Il parvient à mobiliser près de 80 000 soldats africains au cours de la guerre, une prouesse impressionnante, bien que souvent controversée. Beaucoup se sont engagés volontairement, séduits par la perspective d'une citoyenneté, d'un salaire ou d'un prestige. D'autres, cependant, furent mobilisés sous pression ou dans des conditions discutables. L'année 1916 reste l'un des sommets de l'œuvre politique de Blaise Diagne. Après des mois de négociations avec Paris, il obtient l'adoption de la loi du 29 septembre 1916, accordant la pleine citoyenneté française aux habitants des 4 communes, tout en leur permettant de conserver leur statut personnel africain, droit coutumier, sauf s'ils choisissaient de s'en défaire. C'est une avancée considérable. Jusqu'alors, malgré leur ancienneté dans l'Empire français, les natifs de Dakar, Saint-Louis, Gorée et Rufisque vivaient dans une situation hybride, sujets français, mais non citoyens de plein droit, et soumis au code de l'indigénat s'ils sortaient de leur commune. La loi de 1916 permet le droit de vote dans toutes les élections françaises, l'éligibilité aux fonctions publiques et politiques, la protection des droits civiques classiques. Ce triomphe politique donne à Diagne une stature nationale. Il est salué par les socialistes français, par de nombreux journalistes, et même par certains cercles coloniaux, étonnés par l'intelligence et la ténacité de cet Africain devenu modèle. Mais cette réussite n'efface pas totalement les critiques. Certains en Afrique l'accusent de vendre la jeunesse noire à l'armée française, d'autres le voient comme un homme de Paris, plutôt qu'un porte-voix authentique des aspirations africaines. Une opposition sourde commence à se former, notamment parmi une nouvelle génération d'intellectuels africains émergents. Pendant toute la durée du conflit, Diagne soutient l'union sacrée,
ce rassemblement de toutes les forces politiques françaises au-delà des clivages partisans pour soutenir la guerre. Il défend bec et ongle la cause des tirailleurs, exigeant que leur bravoure soit reconnue à égalité avec celle des soldats métropolitains. Il prend la parole à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale pour déplorer les discriminations raciales, revendiquer des pensions équitables pour les familles de soldats africains morts au front, dénoncer les mauvais traitements subis par les troupes noires. Ces discours vibrants mêlent patriotisme français et fierté africaine. Le sang qui a coulé dans les tranchées ne se distingue ni par la couleur de la peau ni par la religion du soldat. Ce sang est français, ce sang est sacré. Pour Diagne, la guerre représente une opportunité de prouver l'égalité des races par le sacrifice commun. En parallèle, il entretient des liens étroits avec les autorités militaires et les grands décideurs de la Troisième République, comme René Viviani ou Aristide Briand. Il parvient ainsi à obtenir plusieurs engagements officieux en faveur de meilleures conditions pour les soldats africains. Lorsque la guerre s'achève en 1918, Blaise Diagne est à l'apogée de sa carrière. Les tirailleurs reviennent en Afrique, couverts de gloire. Nombre d'entre eux arborent des médailles, et certains défilent fièrement dans les villes coloniales. Mais rapidement, la réalité rattrape les rêves. Les pensions promises sont maigres, souvent mal versées. Les discriminations dans l'administration coloniale persistent. L'intégration sociale reste un vœu pieux. Blaise Diagne tente de plaider la cause des anciens combattants. Il propose des lois pour améliorer leur sort, appuie les pétitions, multiplie les interventions parlementaires. Cependant, il doit affronter l'immobilisme d'une administration coloniale réticente à toute remise en cause sérieuse de l'ordre établi. De plus, la France d'après-guerre est épuisée économiquement et socialement. L'intérêt pour les colonies s'émousse alors que les métropoles tentent de se reconstruire. À partir de 1919, des voix commencent à se faire entendre contre Blaise Diagne en Afrique même. Les nouvelles générations d'intellectuels, souvent passés par les écoles françaises, mais aussi influencés par les premiers mouvements panafricains et anticoloniaux, jugent son discours trop loyaliste, trop conciliant vis-à-vis de Paris. Ils lui reprochent notamment de n'avoir obtenu que des concessions limitées, citoyenneté pour seulement une minorité africaine, de ne pas contester l'ordre colonial dans son ensemble, de privilégier les intérêts des élites des 4 communes au détriment des autres Africains de l'AOF, Afrique occidentale française. Blaise Diagne, lui, reste fidèle à sa stratégie, la collaboration avec la France pour obtenir graduellement plus de droits, et non la rupture brutale. Dans son esprit, la loyauté n'exclut pas l'exigence, mais elle impose la patience. En 1920, il est élu membre du Conseil supérieur des colonies, où il milite pour l'égalité des droits entre sujets coloniaux et citoyens français. La même année, il fonde la Ligue des droits de l'homme et du citoyen des colonies, pour porter les revendications des indigènes devant l'administration française. Pour Diagne, l'objectif est clair, obtenir une évolution progressive vers plus de reconnaissance et de liberté, tout en évitant les confrontations brutales qui, selon lui, risqueraient d'être contre-productives. En 1921, Blaise Diagne est nommé commissaire général pour la propagande coloniale à l'occasion de l'exposition coloniale de Marseille. Ce rôle lui permet de façonner le discours officiel sur la mission civilisatrice de la France, qu'il présente comme une opportunité pour les peuples colonisés. Toutefois, ce positionnement ambigu soulève de plus en plus de critiques au sein de la jeunesse africaine montante, qui rêve d'émancipation totale plutôt que d'assimilation. Progressivement, une nouvelle génération de leaders africains émerge. Ces jeunes intellectuels, influencés par les idéaux panafricains et les luttes anticoloniales dans le monde, jugent Blaise Diagne trop conciliant avec l'administration française. En 1924, à Dakar, se tient un congrès panafricain qui voit l'affirmation d'une volonté d'autonomie bien plus radicale que celle prônée par Diagne. Il est parfois caricaturé comme étant l'homme de Paris plutôt que celui de l'Afrique. Cette situation n'empêche pas Diagne de conserver une forte assise électorale dans les 4 communes, où il reste vu comme le défenseur pragmatique des droits africains. En 1925, il se bat pour obtenir la réduction des impôts injustes imposés aux populations africaines, un combat qui lui vaut un regain de popularité. Il plaide également pour un meilleur accès à l'éducation et pour la promotion des Africains dans l'administration coloniale, revendiquant une place plus importante pour les élites africaines dans la gestion de leurs propres affaires. En 1928, Blaise Diagne est réélu député avec une confortable majorité.
Cette année-là, il est également nommé sous-secrétaire d'État aux colonies dans le gouvernement français. Il devient ainsi le premier Africain à occuper un poste ministériel dans un gouvernement français. C'est une victoire symbolique immense, mais elle le place aussi en porte-à-faux avec une partie de ses compatriotes africains. Dans ses nouvelles fonctions, Diagne poursuit son objectif, favoriser l'assimilation graduelle des colonies africaines dans la République française. Il obtient quelques succès, notamment l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires africains et la création d'écoles professionnelles dans les colonies. Pour autant, son discours reste très fidèle à la philosophie républicaine française, il ne remet pas en cause le bien fondé de la présence coloniale, ce qui accentue le fossé entre lui et la jeune garde nationaliste qui se radicalise. Au début des années 1930, l'économie mondiale est secouée par la Grande Dépression. Les difficultés économiques frappent durement les colonies, entraînant une montée du mécontentement populaire. Blaise Diagne, affaibli par des problèmes de santé et vieillissant, voit son influence diminuer. Bien qu'il continue à siéger à l'Assemblée nationale, il est de plus en plus isolé politiquement. Ses discours, autrefois applaudis, paraissent désormais déconnectés des aspirations profondes d'une population africaine qui désire la fin de la domination coloniale. En 1934, Blaise Diagne tombe gravement malade. Il meurt le 11 mai 1934 à Cambo-les-Bains, en France, à l'âge de 62 ans. Sa disparition suscite une profonde émotion au Sénégal et dans toute l'Afrique francophone. L'héritage de Blaise Diagne est complexe et nuancé. D'un côté, il est considéré comme un pionnier de la reconnaissance des droits politiques des Africains dans l'Empire français. Son action a permis à de nombreux Africains d'accéder à la citoyenneté et de bénéficier de certains droits fondamentaux. De l'autre, son engagement à l'intérieur du système colonial, sans remettre fondamentalement en cause ce système, lui vaut des critiques. Pour les militants anticolonialistes des générations suivantes, il apparaît comme une figure de la collaboration plutôt que de la résistance. Pourtant, sans Blaise Diagne, la voie vers l'émancipation aurait sans doute été plus longue et plus douloureuse. Il a ouvert des brèches dans le mur colonial, montrant qu'il était possible pour un Africain de peser sur la politique française. En cela, il reste un personnage clé de l'histoire du Sénégal et de l'Afrique. Aujourd'hui encore, son nom est célébré à travers divers lieux publics, comme l'aéroport international Blaise Diagne à Dakar, rappelant son rôle historique à la croisée des chemins entre l'Afrique et l'Europe, entre colonisation et décolonisation. Et vous, que retenez-vous de l'héritage de Blaise Diagne? Premier député africain élu à l'Assemblée nationale française, mais aussi artisan du recrutement de milliers de tirailleurs pour la guerre. Son parcours, complexe et parfois controversé, vous semble-t-il encore trop méconnu aujourd'hui? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, on en parle ensemble. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, de la partager à vos proches, et surtout de vous abonner pour continuer à découvrir ces figures majeures et souvent effacées de l'histoire africaine. Et surtout, ne vous arrêtez pas là. La chaîne regorge d'autres vidéos tout aussi puissantes, chaque histoire vous plonge dans un chapitre essentiel de notre héritage. Regardez-les, découvrez-les, partagez-les, car comprendre notre passé, c'est mieux construire notre avenir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de notre mémoire collective.